grand de mon quartier avait lancé une petite marque de vêtements et je l'aidais à faire les designs, tu vois. En fait, ça m'avait montré que c'était possible en quelque sorte. Parce que le t-shirt était devant moi, tout le monde connaissait cette marque. Je voulais pas être un rappeur français, donc j'ai jamais voulu me lancer dans le rap. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment un label fonctionne. J'avais eu que des commentaires positifs et d'un coup, j'ai un commentaire négatif. Une fois, j'ai un commentaire négatif et ça a tué ma journée. Du coup, j'ai répondu un pavé au mec. Et la vidéo fait en une semaine 30 000 vues. Et c'était énorme, 30 000 vues. Au lieu de donner l'argent à l'État, je préfère le donner à des gens de mon équipe. J'ai fait un stage chez une boîte qui est énorme maintenant, qui s'appelle Mano Mano. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui, c'est un truc de travaux, non? Ouais. Yes! Yo. Salut Chris! Salut, comment ça va? Ouais, ça va. On était ensemble sur le séminaire en Guadeloupe. Ouais, c'était cool. D'ailleurs, j'ai Voilà. beaucoup aimé ton public là. C'était adorable. T'as vu ou pas? C'était adorable. Ah, il y a des trucs à faire, parce Ouais, qu'ils sont demandeurs justement. Ouais. Et je pense que ce qu'on va parler dans ce podcast, ils vont beaucoup apprécier. Ah bah c'est cool. Ça Yes. fait plaisir. Donc, on va retracer un peu le parcours de ta vie, Ok. ok? Commençons par, t'es arrivé en France à quel âge? Je suis arrivé en France à un peu moins d'un an. Un an. Donc en fait, c'est comme si j'avais grandi toute ma vie en France. Donc ouais, à un peu moins d'un an. Donc j'ai grandi dans le 77. En fait, au début, on était à Paris. Ensuite, on arrive dans le 77 vers Montreux. Ah ouais. Et ouais, Montreux, c'est super loin. Ouais. Il y avait une grosse communauté de Congolais à l'époque là-bas en plus. C'est Ah ouais assez drôle. Ouais. Il y a beaucoup d'Asiatiques aussi là-bas, mais... Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il y a Ok, beaucoup d'accord. d'Asiatiques à Montreux aussi. Ok. Et ensuite, ouais, j'ai grandi surtout à Melun et un peu plus tard à Volpegnier. D'accord. Ouais. Et donc toi, t'es congolais? Ouais. Ok. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs. J'ai un grand frère et un petit frère et une petite sœur. Ok. Ouais. Et eux, ils sont dans le domaine du multimédia, numérique, Ouais, média? un peu plus. Mon grand frère est développeur d'applications mobiles. Ouais. Ok. Il est développeur d'applications mobiles, iOS. Il est full stack développeur, donc il est vraiment, lui, c'est vraiment plus un geek. Ouais. Et mon petit frère, lui, il est dans la finance, il est gestionnaire de patrimoine. Et actuellement, il vit à Barcelone d'ailleurs, Ok. où il fait son Pas loin de VIE. chez moi. Et ma petite sœur, elle est dans ses études et elle fait un peu de DJing, etc. Cool. Tu vois, donc elle est un peu plus dans mon monde, on va dire. Yes, cool. Ouais. Et comment Explique-moi à quel moment et comment tu fais pour rentrer dans le monde du média, hein? Des médias. Comment tu fais? À quel moment tu dis, ok, maintenant je vais travailler sur Internet et jusqu'à ce que... Voilà, à quel moment tu rentres sur le net et à quel moment tu arrives à Chris iconique? Oh, ok, alors Voilà, je veux entendre ça. il y a un long parcours. Alors du coup, en fait, moi, déjà, j'ai toujours été passionné par le monde du hip-hop, de la mode et même du business, même si je ne savais pas encore tellement le définir quand j'étais adolescent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment Roca, Fela, le label de Jay-Z avait été monté. Parce que moi, à l'époque, déjà, je voulais pas être rappeur. Ok. Parce que, en fait, moi, ce qui me faisait rêver chez les rappeurs, c'était les rappeurs américains. Et j'étais pas américain, donc je voulais pas être un rappeur français, donc j'ai jamais voulu me lancer dans le rap. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment un label fonctionne. Parce que, en fait, à l'époque, Jay-Z, avec son label, on aimait les artistes, mais on aimait ce qu'il avait réussi à créer autour. La marque de vêtements, les artistes, comment il représentait ce label. Jay-Z lui-même, ce qu'il mettait en avant. Déjà, en 2002-2003, il mettait déjà l'entrepreneuriat beaucoup en avant. Et il y avait ses associés, Dame Dash, etc., qui se mettaient en avant. Donc tu voyais un entrepreneur qui se mettait en avant comme ça. Puis tu avais aussi Didi. Aujourd'hui, il est ce qu'il est, tu vois. Ouais, il a des Mais problèmes, là. il nous a énormément influencé, tu vois. Et moi, quand je le voyais faire avec Bad Boy Records, avec sa marque de vêtements, Sean John, etc., je regardais tous ces univers-là et je me disais, ah, ils créent des entreprises, c'est des businessmen. Tu vois, quand on était petit, on disait même pas entrepreneur, on disait businessman. Là, juste pour nous aider à nous situer un peu dans le temps, t'étais en quelle année? T'avais quel âge là quand C'est entre 2000 et 2005 que ça commence comme ça. Donc entre mes 10 et 15 ans, parce que je suis en 90. Donc 10 et 15 ans, tu avais déjà cette vision entrepreneuriale. Ouais. En fait, j'avais cette vision, mais un peu naïve, tu vois.
Ouais. Tu les regardes et tu dis, ah, j'ai envie d'être comme eux, je les trouve stylés, ils ont créé une marque de vêtements, j'ai envie de faire une marque de vêtements, moi aussi, etc. Tu vois. Donc en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion à l'époque, quand j'étais justement très jeune, un grand de mon quartier avait lancé une petite marque de vêtements et je l'aidais à faire les designs, tu vois. Donc j'ai eu mon premier modèle à cette époque-là et ça m'avait d'ailleurs donné... En fait, ça m'avait montré que c'était possible en quelque sorte. Parce que le t-shirt était devant moi, tout le monde connaissait cette marque. On n'avait pas vendu énormément et puis moi, je n'étais pas rémunéré pour ce que je faisais, tu vois. Mais ça m'avait montré que c'était possible. Et à cette époque-là, j'aimais beaucoup le... Ouais, c'est là où ça m'a mis dans cet univers-là, tu vois. Et, c'était le commencement déjà. Ouais, c'était le commencement, exactement. Et après, en voyant comment, tu vois, les grands acteurs du monde du hip-hop ont été mis en avant, parce que c'est comme ça que ça a commencé, vraiment, c'est le hip-hop, mis en avant pour leur talent, mais aussi pour leur business acumen, tu vois. Ce qu'ils ont réussi à faire, Jay-Z qui devient CEO de Def Jam en 2004 par là, ou 2005, c'est vraiment un truc qui m'a fait... dire ah ouais non un CEO, tu vois le terme CEO, c'est là où je l'ai vu pour la première fois, tu vois. Donc ça a commencé comme ça. Après je me suis intéressé beaucoup au monde de la NBA, les basketteurs, etc. Et en fait lorsque je suis arrivé à mes 18 ans par là, en terminale, je me suis dit ok, là ça y est, ça va être game time, tu vois. Il va falloir que je me lance dans quelque chose, il va falloir que j'essaie de rentrer dans la vie active et enfin, pas la vie active dans les études, mais et c'est à partir de là où j'ai commencé à être ramené à la réalité. C'est-à-dire que j'ai cherché à faire un DUT à l'époque et j'avais pas réussi à avoir mon DUT, malgré des bonnes notes que j'avais. Quoi c'est quoi DUT technique de commercialisation. D'accord. À ce moment-là, je voulais aller, faire qu'on disait du commerce international, mais je savais que je voulais entreprendre, mais je savais pas encore trop dans quel univers. Et quand tu viens de banlieue, cité... T'as pas ce truc-là de trop rêver. T'as une étiquette, toi. Ouais, voilà, t'as une étiquette. Et en plus, Mais t'es pas forcément aidé non plus, puisque t'as pas d'exemple. T'as pas d'exemple. Ça, c'est vraiment un truc. Et c'est là, avec le temps aussi, que je réalise à quel point on vient de loin. Plus je grandis, plus je me rends compte qu'on vient de loin. C'est qu'en fait, je commençais vraiment de très très loin. C'est-à-dire que dans ton entourage, t'as personne dans les univers qui te font rêver. Exact. T'as pas d'entrepreneur ou très peu, tu vois. Peut-être la personnalité la plus entrepreneur autour de moi, c'était mon père. À ce moment-là, il avait un job, mais il avait des activités au pays, mais tu vois, ça rapportait pas encore beaucoup, tu vois. Mais sinon, en dehors de ça, t'as personne qui a fait un peu d'argent. Et puis même espérer être millionnaire dans ta vie. Ça paraît tellement loin. Ça paraît loin. Et en fait, le truc, c'est que tu as envie de rêver du truc, mais tu as peur d'être déçu à ce moment-là. Tu n'es pas dans la même optique qu'aujourd'hui. C'était pas du tout la même chose. Je me dis, ah, mais peut-être que c'est comme rêver de devenir joueur NBA. Tu rêves et tout, et tu vas être déçu. Et puis voilà, peut-être qu'il faut penser de façon plus réaliste et se dire, ok, je vais faire un truc, tu vois, rangé, comme ce que la plupart des gens font. Donc tu commences à réfléchir comme ça, mais tu te dis, peut-être qu'il faut que j'aille dans cette direction, mais j'ai l'impression que je vais rater quelque chose. Tu vois, ça, c'est mon état d'esprit vers 2008-2009, donc quand j'avais 18-19 ans. Et, mais à un moment donné, où quand j'ai pas réussi à avoir mon DUT, parce que pour plusieurs raisons, c'est dans cette période-là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, j'ai 19 ans. Il faut que j'essaie de tenter des choses. On voit ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux tenter? Parce que finalement, 19 ans, c'est l'âge où tous les gars que j'aimais bien à l'époque se sont lancés dans leur domaine, tu vois. Et moi, en fait, il y avait plusieurs univers qui m'intéressaient. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, Chris, comme il y a plusieurs univers qui t'intéressent et que tu vas faire des études de toute façon, crée quelque chose à côté et lance-toi crée un blog où tu fais des articles. À l'époque. Exactement. Crée un blog où tu références un peu tout ce que tu kiffes, tous les univers que tu kiffes, et ça va devenir ta carte de visite, tu vois. Donc je voulais parler de mode, je voulais parler de musique, je voulais parler de sport, etc. Et assez naturellement, là, dans cette période-là, je me suis plus orienté vers la musique et j'ai commencé à faire beaucoup d'articles sur les artistes qui étaient sur le point de réussir, mais qui n'avaient pas encore réussi, qui étaient underground. Et comme je diguais beaucoup les artistes, je pouvais repérer quelques artistes qui allaient devenir un peu des stars et qui ne l'étaient pas encore totalement, tu vois. Et à cette époque-là, d'ailleurs, j'avais fait un grand article sur Childish Gambino en 2010. Tu vois, donc je l'avais trouvé, Childish Gambino, c'est Donald Glover, c'est aussi un acteur aussi. C'est celui qui a fait This is America, le son là, This is America, et qui est acteur dans Star Wars, mais à l'époque c'était en 2010. Et il n'était pas tellement connu, je l'avais déniché. J'avais déniché Wiz Khalifa, un peu plus tard A$AP Rocky. Et d'ailleurs, avec A$AP Rocky, ça m'avait marqué
Alors, je n'étais pas le premier, hein. Il y avait des Français déjà qui étaient dessus, mais il était encore tout petit, il faisait 10 000 vues à peu près. Et en fait, A$AP Rocky, ça m'avait marqué parce que c'est un artiste pour lequel j'ai vu la transformation de l'industrie de la musique. Dans le sens où, habituellement, les artistes que je suivais, notamment Wiz Khalifa, ça faisait peut-être plusieurs années que je le suivais, entre 2007 et 2010, quand j'ai commencé le blog. Ok, donc salut à toi. Tu me connais pas ou si tu me connais, ben moi c'est Will, Outsider Group. Et si tu es sur cette chaîne, c'est que forcément tu viens ici pour au moins l'une de ces trois choses. La première, c'est le mindset. La seconde, c'est pour avoir des notions sur l'investissement immobilier. Et enfin, le troisième, c'est sur l'entrepreneuriat. Je profite de cette interlude pour pouvoir te présenter mon livre. Mon livre qui s'appelle Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale. Ce livre-là a permis à des dizaines de personnes, membres de la communauté afro-caribéenne, de pouvoir tirer leur épingle du jeu, d'augmenter leur pouvoir d'achat et de lutter contre la vie chère grâce à ce livre. Car avec ce livre, ils ont su utiliser l'argent des banques pour acheter des biens immobiliers en France et aux Antilles pour pouvoir se constituer des compléments de revenus. Dans ce livre, tu vas avoir pas mal de stratégies spécifiques au marché immobilier de la Caraïbe. Quand je parle de Caraïbe, j'entends la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Ok? Et si tu es de Mayotte, tu auras aussi des éléments qui vont te permettre de pouvoir tirer ton épingle du jeu de Mayotte. Donc, ne tarde pas à saisir ton bouquin. Ok? Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir saisir ton bouquin et tu vas être livré depuis chez toi. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois à la Réunion, que tu sois en Martinique, que tu sois au Brésil, bref, tu vas être livré depuis chez toi. Donc, saisis le lien. Book ton exemplaire et tu vas pouvoir profiter de cette pépite qui a déjà aidé pas mal de personnes. Tu auras plus de 230 pages de pur contenu. Allez, c'était ma petite interlude. Saisis ton exemplaire et je te dis à très vite. Ciao. C'est un artiste qui commençait à devenir gros, mais c'était à force de travail, à force de sortir de la musique, des mixtapes. C'est là où il a réussi à devenir gros. Mais A$AP Rocky, quand je l'ai découvert, quand j'avais mon blog en 2010-2011, il était tout petit. Et tout d'un coup, il a explosé. Mais en l'espace de 1 an à peu près, tout s'est passé. Il a explosé et il a eu un deal avec une maison de disques à 3 millions de dollars. Et en fait, lorsqu'il a ce deal-là et que moi j'ai mon blog, je me dis, wow, ce gars... Et puis je lui parlais, c'est aussi un truc important, c'est que je lui parlais à l'époque. Ouais. Ah, tu le côtoyais carrément. En fait, je lui parlais sur Facebook, Okay. et je l'ai encore sur Facebook d'ailleurs. Mais il n'utilise plus son Facebook, mais j'ai encore les conversations et tout. Et je parlais à toute son équipe. Parce que j'étais un petit, j'avais 20 ans. Donc j'étais un petit de 20 ans, tu rentres tout le monde sur Instagram, sur Facebook, c'est pas Instagram, mais Facebook, tu parlais aux gens, t'es fan quoi, tu vois. Et moi je chantais, je dis non mais ça c'est le nouveau mouvement, tu vois, il a lié le monde de la mode de Manhattan, tu vois, genre high fashion, tu vois, haute couture et tout ça. Et en même temps, il était street, et je sentais, j'avais 20 ans, je sentais que c'était le nouveau truc, tu vois. Ouais. Et on était encore en 2010, et à Paris Colette, je commençais à voir les rappeurs comme tu sais, Kanye West qui commençait à traîner là-bas. Donc je me disais, non, il y a un truc qui se fait. Et je pense que cet artiste-là, ça va être l'artiste qui va représenter cette nouvelle génération, tu vois. Et donc je commence à le suivre à partir de là, et je le vois prendre un contrat de 3 millions et passer de 10 000 vues à 1 million, 2 millions. Et quand je le vois prendre ces 3 millions-là, je me dis, mais il y a un nouveau truc avec Internet et les artistes. Parce qu'avant, les artistes, pour se faire connaître, ils se faisaient connaître localement, dans leur quartier. Ils faisaient des open mic, etc. Le quartier va soutenir l'artiste. Et ensuite, ils vont aller à la télé, et ils vont exploser, et ils vont être connus nationalement, voire internationalement. Sauf que là, c'était différent. Il a commencé par Internet. C'est-à-dire qu'il avait une petite popularité dans son quartier, puis il a pété internationalement, il a eu un public en France, partout, etc. Et à ce moment-là, je me dis, non mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, je commençais à voir de plus en plus d'artistes qui commençaient à réussir dans ce domaine-là. Et je me disais, ouais, mais il y a un truc à faire dans l'industrie de la musique, peut-être pas en tant qu'artiste, mais peut-être en tant que plateforme, tu vois. Parce que dans cette même période, tu avais des grosses plateformes comme iBeast, Complex, Ice Mobility, c'est des grosses plateformes américaines ou de Hong Kong qui sont soit dans le monde de la mode et de la musique, soit de la musique et de la mode, tu vois, on va dire, par ordre de priorité, que je suivais beaucoup. Et je commençais à voir qu'il y avait En fait, il y avait un vrai créneau à prendre dans le monde des médias à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne en France.
Et je me disais, ah ouais, mais peut-être que je peux devenir le complexe français. Complexe, c'est énorme. Aujourd'hui, ils organisent des festivals, tu vois, des conventions. Ils ont un gros média, ils font des vêtements. Enfin, c'est un gros truc. Ils ont une agence, enfin, c'est énorme. Et je regardais, je disais, mais peut-être que c'est ça mon truc, en fait, tu vois. Peut-être que mon truc, en fait, c'est d'être un média comme ça. Bon, à l'époque, j'avais pas trop conscience de ce que ça impliquait en termes de revenus et en termes de marché vis-à-vis de la France. Mais parce que justement, à l'époque, quand tu faisais ça, tu te rémunérais pas. Pas du tout. C'était vraiment passion, tu t'impliquais personnellement, mais voilà, il n'y avait rien qui revenait. Il n'y avait absolument rien qui revenait à cette époque-là. J'étais vraiment étudiant, tu vois, peut-être en première année ou deuxième année. Et en fait, je me disais juste, ok, il faut que je continue à faire grandir ce projet pendant mes études. Mais je n'avais pas d'urgence de le développer, tu vois. Mais je me disais, c'était important de continuer à avoir des contacts et avoir de plus en plus de vues. Et c'est là où je suis passé de blog à un site internet que j'ai fait. Et j'ai rassemblé des potes autour de moi. Ouais, venez écrire sur mon site. Il y avait la catégorie art, musique, streetwear, sneakers, etc. Et à force de faire des articles entre 2012 et 2015 à peu près, on a commencé à se faire un peu remarquer, tu vois. À l'époque, on se fait inviter dans des petits événements pour les Puma, Nike, Adidas. Dans les maisons de disques qui nous invitent pour faire des interviews d'artistes, etc. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a suivi pas mal d'artistes depuis leur début, même des rappeurs français, tu vois. Et on essaie de créer une ligne éditoriale. Et c'est là où j'apprends en fait. J'apprends moi-même à écrire des articles, à créer une ligne éditoriale, créer une cohérence sur un espace, tu vois, un site internet, une forme de direction artistique quelque part, tu vois. Et aussi, tu commences à t'intéresser au business des médias en France. Et à cette époque-là, le business des médias en France, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de plateformes qui sont dans ce domaine-là. Les marques ne suivent pas forcément vite, tu vois, elles ne vont pas forcément investir comme ça beaucoup d'argent sur une petite plateforme. Et pour être honnête, il n'y en a pas énormément des plateformes. Il y avait peut-être à l'époque Combini qui commençait à être gros, tu vois, c'est très généraliste. Combini, c'est pas du tout dans mon domaine. Mais tu vois, ils avaient déjà une agence plus le média, tu sais, ils avaient déjà cette structure un peu que je rêvais, tu vois, et qui me faisait rêver. Et sinon, à côté de ça, il y avait quoi d'autre ? Il n'y avait pas énormément, il y avait Bouscapé, mais Bouscapé, c'était un autre système à l'époque. Je crois que c'était une rémunération qui se faisait avec un lecteur qu'ils avaient en interne. Mais bref, c'était un peu différent. Et donc, du coup, je me disais, ok, il faut que je continue à développer ça. Et j'ai commencé à réfléchir pendant mes études à des différents modèles économiques pour faire grandir le truc. Je me dis, mais peut-être que je peux faire un site e-commerce avec un média. Et chose qui peut te paraître aujourd'hui totalement cohérent, à l'époque, c'était bizarre de faire ça. Un site internet, un magazine en ligne avec une boutique dans le même site. Les gens disaient, mais c'est bizarre, t'as un média et en même temps tu vends des vêtements, tu vends un truc. Et en fait, je réfléchissais beaucoup, tu vois. Et je ne suis pas passé à l'action pendant mes études en réalité. J'ai juste continué à développer la plateforme, me faire un réseau et me servir de la plateforme comme étant une carte de visite. Okay. Et ensuite, lorsque j'ai fini mes études... Donc ça veut dire que tu faisais que donner de la valeur, tu vendais rien. Ouais, je vendais rien. Que tu donnais de la valeur. Que je donnais de la valeur. Tu étais en train de construire ton audience. J'étais en train de construire mon audience, mais surtout j'étais en train de me former. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est aujourd'hui, je le vois comme ça. Et en fait, avec le recul, tu peux t'analyser. En fait, en parallèle d'avoir des compétences d'école de commerce, on va dire classiques, tu vois, commercial, marketing, etc. En parallèle, j'étais en train de me former au monde des médias. C'est-à-dire que c'est comme si je prenais des cours en parallèle de mes cours sur ma propre plateforme. Donc comment gérer et aussi comment gérer une équipe. Tu sais, à l'époque, en plus, tu sais, je ne savais pas du tout gérer correctement. J'avais des fois 10 personnes qui bossaient pour mon média. Donc ça veut dire qu'on faisait 40 000 vues, 10 personnes, c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, voilà. Mais j'apprenais à parler avec les gens, échanger, manager, etc. Donc c'était vraiment une école à côté de mon école. C'est la mise en pratique tout simplement. Mise en pratique, ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Sauf que j'avais une alternance à l'époque. Donc tu t'imagines, tu as une alternance, tu as tes cours et tu as ce projet qui te rapporte zéro, mais que tu fais parce que tu sais que c'est dans cette direction que tu vas aller et ça te rapporte encore rien du tout. Voilà. Mais il y a un truc que tu viens de dire, tu as dit, tu avais 10 personnes par moment. Ouais. Comment tu faisais pour les payer si ça rapporte zéro ? En fait, c'était pas ça. En fait, justement, c'est une très bonne question. Et c'est là où j'ai appris en fait tu vois, l'échange de valeur dont tu parles, c'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire que moi, j'avais créé un truc qui te permettait déjà de créer ta propre carte de visite. C'est-à-dire que je disais aux gens, écoutez, vous voyez cette plateforme, c'est moi qui l'ai créée, je la manage, je l'emmène dans une certaine direction. Mais si toi tu veux travailler dans le domaine de la photo, si tu veux travailler dans le monde de la mode, si tu veux travailler dans le monde de la musique,
rejoins notre plateforme parce que ça devient une carte de visite pour toi aussi. Et demain, si par exemple tu veux postuler dans ce domaine-là, ça va être facile pour toi. Et en plus, tu vas te faire un réseau parce qu'on est déjà invité un petit peu partout, etc., etc. Et ça a marché parce que aujourd'hui, avec le recul, il y a une personne qui faisait des photos et des vidéos pour moi qui est devenue un photographe indépendant, mais coté dans le monde de la mode. Il vit de ça, il s'est acheté une maison, mais il a commencé avec moi. T'en as un autre qui est journaliste musique, qui continue à travailler avec moi et qui aujourd'hui est payé. T'en as un autre qui a travaillé chez Ocalm à l'époque et qui ensuite a travaillé pour d'autres médias et qui a fait son truc. Si je regarde, il y en a au moins 4 ou 5 qui ont bossé avec moi, qui ont réussi à faire quelque chose après, en se basant sur Iconic au départ. C'est bien ça. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en vrai, t'en as aussi un autre qui aujourd'hui organise ses événements, a créé son propre réseau dans le monde de l'événementiel, parce que c'est lui qui répondait aux mails de l'événementiel, tu vois. Ah, donc la promesse de Chris a été... Ouais, ça a marché, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ça a marché et c'est encore des amis, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a, ils me remercient, j'ai oublié, tu vois, ça fait plus de 10 ans, moi, je suis là, je suis avec Chris d'Iconic, maintenant, tu vois, je fais autre chose. Non, normal. Donc, en 10 ans, t'as pu aider les gens dans l'échange de valeur. Ouais. À tirer, prendre ce que tu voulais d'eux, de prendre ce qu'ils avaient besoin de toi. Exact. Pour leur permettre, eux, d'aller de trouver leur voie. Ouais. Toi, ça t'a permis on était aux prémices de Iconic. Et là, ok. Pas mal. C'est ça, non, vraiment, pour le coup, c'est un truc dont je suis assez fier. C'est que, et c'est là aussi, j'ai compris que j'aime bien cette logique, et c'est tout mon combat aujourd'hui, on va en parler après, de créer vraiment, tu sais, quand tu as une entreprise, créer un peu une communauté que tu aimes bien. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que, en fait, j'aimais bien cette idée aussi de me dire, en fait, ouais, moi, ça va me rapporter ou ça me rapporte. Mais en fait, autour de moi, il y a quelque chose de viable. C'est-à-dire qu'il y a des gens à côté qui sentent réellement bien d'être là ou qui ont bénéficié de ça et qui se disent « Putain, mais j'ai bien aimé être avec Chris à un moment donné, tu vois. C'est ce truc-là que j'ai commencé à apprécier et je ne savais pas que c'était ça que j'allais apprécier. Moi, ce que je pensais au départ, ce que j'allais aimer, c'est créer le magazine en ligne, tu vois, ça gargarise mon ego, avoir plein d'expériences et avoir plein d'argent, tu vois. Au début, c'est ce que tu te dis. Je vais rencontrer aussi plein d'artistes, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le projet, le fait d'avoir une communauté autour de moi, parler avec les gens, tu vois, j'ai compris que j'aimais aussi l'idée d'avoir des gens autour de moi, quoi. Et donc, du coup, j'ai beaucoup appris dans cette période-là. Ensuite, une fois que vers les 2015-2016, j'ai fini mes études. C'est une période un peu bizarre parce que pendant près de 5 ans, j'avais études, alternance, enfin bref. C'était la course à chaque fois. Tu faisais d'ailleurs en alternance, tu faisais l'alternance avec ta propre société ou est-ce que tu allais travailler pour quelqu'un? Ah ben non, j'allais travailler pour quelqu'un. Je travaillais pour une agence de marketing digital, mais en fait c'est de l'affiliation. Ça s'appelle Quanco, Net Affiliation. Donc c'est en plus une plateforme qui m'a permis de comprendre aussi comment ça marchait un petit peu le business des blogs et des plateformes. Comment gagner de l'argent quand tu es un blog. Et c'est là où j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, la plateforme où je travaillais, juste pour expliquer rapidement, c'était... Aujourd'hui, tu vas avoir un blog, tu as des bannières qui vont être là pour vulgariser ou des mots cliquables, on va dire, des hyperliens. Et en fait, la plateforme pour laquelle je travaillais, c'est celle qui te permettait de gagner de l'argent lorsque les gens cliquent sur la bannière ou sur un mot en particulier sur ton blog et qui sont renvoyés quelque part et qui réalisent un achat. Tu vois. Donc c'était une plateforme comme ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus gros, mais pour vulgariser, c'était cette plateforme-là. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre comment les sites internet, comme Le Monde, etc., gagnaient beaucoup d'argent. Et donc, ça m'a permis de comprendre ça et surtout, ça m'a formé en tant que commercial. J'étais commercial là-bas. Donc, sales manager, on disait, c'est les termes un peu plus BG, on va dire. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai travaillé un peu dans le luxe aussi, chez Hugo Boss. J'ai travaillé chez Banana Republic, la boutique, le flagship store qu'il y avait à l'époque, là, aux Champs-Élysées. Et après, j'ai fait un stage. C'est une boîte qui est énorme maintenant, qui s'appelle Mano Mano, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, c'est un truc de travaux, non? Ouais. J'étais aux prémices. Start-up. Ouais. Dis-toi que j'étais aux prémices de cette boîte. C'est vrai? Ouais, j'étais l'un des premiers stagiaires. Wow. Et à l'époque, ça s'appelait monéchelle.com. Je galérais à trouver une alternance. Et j'ai été l'un des premiers gars de cette boîte-là. Je me faisais chier comme un rat mort. Par contre, j'ai vu ce que c'était une start-up et c'est là où j'ai découvert le monde des start-up. Ça, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs. Et à l'époque, c'était... C'est les plus formateurs. Mais c'est ça. En fait, tu avais un Philippe de Chanville, je crois, et Christian quelque chose. S'ils me voient comme ça, ils vont me reconnaître. C'est le petit qui était avec nous. Ouais, on te reconnaît direct. Et à l'époque, c'était 2 gars d'un fonds d'investissement. Ça, c'est quand j'étais en 3e année, pour resituer un petit peu.
j'étais en 3e année, donc vers 2013. Ces gars-là venaient de quitter un fonds d'investissement pour lequel ils bossaient. Ils avaient eu l'idée de créer ce site de e-commerce. Ils avaient compris qu'il y avait un trou et qu'il y avait un marché énorme en France. Tu vois, ils parlaient de notion de marché, de tout ça. Moi, c'est des trucs qui étaient tout nouveaux pour moi. Ils se sont dit, on va lancer ce projet-là parce qu'ils avaient fait, tu sais, Smartbox. Ils étaient à l'initiative de ça. Tu vois, ils avaient managé le projet. Ça fonctionnait bien, ça. Exactement, tu vois. Donc, ils avaient compris comment ça marchait. Ils ont lancé leur boîte et ils ont fait une levée de fonds à l'époque avec plusieurs business angels. Je crois que c'était, je sais plus combien ils avaient levé, pas tellement, tu vois. On était en 2013, donc ils avaient peut-être levé quelque chose comme 500 000 à l'époque. Et ils avaient en mentor le fondateur de lafourchette.com. J'ai une très bonne mémoire sur ces trucs-là. Et ils étaient là, et ils ont lancé le projet. Et très vite, ça a décollé, parce qu'ils disaient, ouais, le but, c'est de faire du cash rapidement. Ils parlaient avec une telle confiance en eux, c'était choquant, parce que moi, dans mon milieu, il n'y avait personne qui disait, ouais, on va faire beaucoup d'argent rapidement, on va faire ça. Je dis, attends, moi, je viens d'un monde où, vas-y, frère, tu gagnes 2500, 3000 euros, c'est énorme. Oui, c'est ça. Et les deux gars, à l'époque, ils parlaient comme si, bah ouais, non, mais ça a marché, en fait. Ils savaient, ils étaient sûrs de... Ils savaient. Ils parlaient, ils disaient non, ça a marché, on va faire ça, on va faire ça. Bon, le but, c'est de faire un maximum de cash. Je me rappelle qu'il m'avait dit ça comme ça. Et moi, j'ai 22 ans, je regarde, je dis, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu vas faire de l'argent vite, quoi? De quoi tu dis quoi? Et en plus, à l'époque, un site e-commerce, c'était dur à faire. Bah oui, je me rappelle, le seul outil que tu avais à l'époque, c'était PrestaShop. Ouais. Et donc, on est en 2012-2013, les mecs, ils te disent, ils vont faire de l'argent vite. Bon. Ils ont lancé le truc, et effectivement, ça a marché très vite. Parce qu'ils ont monté le truc. Ils ont pris une armée de stagiaires à l'époque. Ils savaient où ils allaient. C'était plutôt adorable. Mais bon, moi, au bout d'un moment, je me faisais grave chier. Et eux, bon, je m'entendais bien avec eux. Hein. Mais on a mis comme un accord. Bon, Chris, bon, je pense qu'on va arrêter. On t'aime beaucoup. Mais voilà, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est compliqué. Moi, je me faisais chier parce que j'arrêtais pas de rédiger des fiches produits. Je me rappelle, c'était horrible. Alors, tu t'imagines, tu rédiges des fiches produits sur des clous. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas nulle part. Enfin, 3 cm de long. Mais c'était ça. Mais non, mais c'est littéralement ça. Bref. Mais j'ai continué à les observer de loin. Et en fait, je voyais que d'année en année, ils devenaient de plus en plus gros. Je sais pas s'ils ont revendu à l'époque, c'était le but, mais je pense que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont toujours aux commandes du projet. Et c'est énorme. Mais bref, c'était une petite tangente pour dire que ça aussi, ça a été un truc qui m'a introduit au monde des startups. Levée de fonds, business angels. Oui, parce qu'en fait, tu t'entends quand même tout ce qui se passe, les termes. Ouais. Et à l'époque, tu n'avais pas ça. Enfin, tu vois, à 22 ans, moi, je n'avais jamais entendu ça. Donc, c'était l'un des trucs, justement, pendant ces années d'études, qui m'ont permis de comprendre un peu plus le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, ouais, donc, on revient à 2015-2016. Donc, c'est la période où je me dis, bon, j'aurais kiffé voyager un petit peu pendant mes études. Je ne l'ai pas fait, parce que j'étais en alternance. Il fallait gagner de l'argent, j'ai dû faire un choix. Maintenant, j'aimerais bien vivre un peu à l'étranger, travailler à l'étranger, prendre un peu d'expérience. Et après, j'aimerais bien voir comment je relance Iconic. Ou alors, je fais un autre projet. Tu vois, parce que je commençais un peu à connaître le monde des startups et tout. Je me disais, j'aime bien cet univers, etc. Peut-être que ça peut... Et je commençais un peu à tâtonner, à regarder un peu ce que je pouvais faire. Et là, je me suis dit, je vais aller à Londres. Et à Londres, en fait, j'ai fait un VIE là-bas. Et c'était, en gros, je travaillais dans le monde vraiment des startups. Pour le coup, j'étais au Google Campus. Je devais lancer un projet pour une entreprise française là-bas. Et en fait, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, le monde des meet-up, etc. Et c'est aussi la période où j'ai découvert vraiment le développement personnel. Tu vois, tous les bouquins, les Pères riches, Pères pauvres, Napoléon Hill, etc. C'est vraiment là où j'ai commencé à me nourrir et à apprendre du monde de l'entrepreneuriat, vraiment. Mais genre, les entrepreneurs, comment ils sont. Et j'ai commencé à devenir fan aussi de certains profils, à m'ouvrir plus. Tu vois, j'ai plus 22 ans, donc le but pour moi, c'est plus de faire découvrir des nouveaux artistes. Là, c'est vraiment, ok, mais si je parle d'un artiste, qu'est-ce qu'il fait businessment parlant? C'est quoi son histoire? C'est quoi? C'est ça qui m'intéressait. Et je me suis dit, bah, si je dois continuer avec Iconic, je peux plus continuer comme un site internet. Je dois m'adapter au nouveau monde. Et le nouveau monde, à ce moment-là, c'était l'influence. Si je dois relancer ce projet, c'est sur l'influence. Et je voulais quitter mon job à Londres. J'avais suffisamment appris à ce moment-là et je me disais, bon, soit je reste à Londres et je cherche un nouveau job, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un pour de vrai, et en vrai, je suis encore jeune, je peux profiter de ce moment-là pour développer ma boîte. Ou alors, ouais, mais en fait, c'est ça. Je vais quitter ma boîte, je vais quitter la boîte et lancer mon propre projet. Et donc, je suis rentré en France et j'ai décidé de lancer Iconic sur YouTube. Okay. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, bon, bah, j'ai lancé mes premières vidéos. Alors, ma première vidéo, c'était en 2016, fin 2016. Elles sont encore sur la Ouais, tu vas le voir. Je suis encore à Londres, j'avais 26 ans.
J'étais dans ma chambre d'étudiant, j'avais mis... je me rappelle, j'avais découpé des visages, parce que je me faisais un vision board, mais avec des personnalités qui m'inspiraient, tu vois. Dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business et tout, je les découpais, je mettais des photos comme ça pour me projeter un peu. Et j'ai fait mes premières vidéos sur YouTube en me disant, je vais faire des contenus qui vont parler du monde de la musique et de tout ce qui est autour de la musique, et y mettre à la fois du storytelling et du business. Parler de business aussi, dans marketing plus, parce que business de la musique à l'époque, je connaissais pas grand chose, mais marketing dans le monde de la musique et dans le monde de la pop culture. Et j'ai fait une première vidéo qui n'a pas trop marché, mais c'était normal et c'était très dur. 2016, faire une vidéo sur internet quand tu as tes anciens collègues du taf, ou quand tu as ton boss, même les boss de ta boîte qui sont là. Tu fais ta vidéo, tu la mets sur Facebook, tu la mets sur YouTube. Enfin, YouTube encore, c'est quelque part, mais sur Facebook, tu la partages, c'était bizarre. Et je me rappelle avoir eu des retours. C'est bizarre en fait pour toi. En fait, à l'époque, en 2016, si tu te rappelles un peu, YouTube, c'était, tu te prenais pour normal. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'était pas TikTok, tu fais ton petit contenu, t'es entrepreneur, tu fais des vidéos. Il faut que tu fasses des vidéos. Tu vois, aujourd'hui, on te dit, il faut que tu fasses des vidéos. T'es entrepreneur, tu fais quoi? Fais des vidéos en fait, si tu veux créer, si tu veux avoir des clients. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était ceux qui font des vidéos sur YouTube, tu veux être connu, tu veux quoi? Tu veux être comme Norman, tu sais, c'était... Ouais, on te prenait on prenait pour un fou en fait. On me prenait pour un fou. Oui. On me dit, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Va faire de l'argent. Tu sais, ils comprenaient pas qu'il y avait de l'argent là-bas, tu vois. C'était un peu bizarre, tu vois. Et vu que j'ai commencé comme ça, je me disais, ah ouais, là j'ai commencé, il y a toute la terre qui a vu ma vidéo YouTube. Et je peux pas ne pas réussir. Je me disais, il faut absolument que ça marche, parce que sinon je vais avoir l'air de... Et du coup, combien de vues tu fais là pour la première vidéo? En 3 jours, j'avais quand même fait 1000 vues en 3 jours. Ah ouais, t'es chaud quoi. Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, les gens ils étaient choqués à l'époque que je fasse des vidéos, donc tout le monde allait voir. Chris, il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Donc t'as tout mon Facebook qui allait voir. Et en vrai, t'avais des potes qui rafraîchissaient la page aussi. Tu vois? Donc en fait, forcément, ça monte. Aujourd'hui, les gens, tu fais une vidéo, les gens ils se disent, ok, ouais, bon, William il fait une vidéo, évidemment, il fait une vidéo, il a son business, donc normal. Et t'as les reels, t'as les formats verticaux, tu vois. Donc les gens se disent, bah ouais, il fait une vidéo, voilà. À l'époque, t'as pas les formats verticaux, même sur Instagram. Ouais, c'est une photo. C'est assez récent. Ouais, c'est récent. Donc du coup, c'était très spécial. Et moi, je me dis, bon, ok, j'ai commencé, il faut que je réussisse là. Parce que tout le monde va me prendre pour un con, je vais retourner. Puis je vais retourner quoi? Je vais retourner jogger avec des vidéos YouTube et je parle de rap, tu vois, genre. Non, il faut que ça marche. Et donc là, à cette époque-là, tu te dis, ça c'est bon, plus de retour en arrière. Plus de retour en arrière. Ouais. Par contre, c'est ça. Je me suis dit, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de. Non, le plan A, c'est de réussir dans ça. Et en fait, je lance ma première vidéo. Donc ça fait 1000 vues en 3 jours. Je lance ma deuxième vidéo. Et ma deuxième vidéo marche. Et c'est ça dont je te parlais. C'est que pendant les 5 années là, j'avais appris à faire des articles. J'avais appris à raconter des choses. J'avais appris à analyser. Et ma deuxième vidéo, c'était sur Suprême. Et à l'époque, la boutique Suprême venait d'ouvrir à Paris. Et j'avais fait cette vidéo où j'avais parlé de Suprême et j'avais analysé Suprême d'un point de vue business. Tu sais, les gens veulent comprendre Suprême. Ils ne savent pas d'où la marque vient. Donc, du coup, je raconte l'histoire de la marque. Et ensuite, je raconte le côté business de la marque. Et la vidéo fait en une semaine 30 000 vues. Et c'était énorme, 30 000 vues à l'époque. Et là, on parle de ça en 2016, tu m'as dit. En 2016. Ah ouais, c'est énorme. Et là, je prends 1000 abonnés, quelque chose comme ça. Et je me dis, waouh, et tout. Et à l'époque, je me rappelle sur cette vidéo-là, j'avais eu que des commentaires positifs. Et d'un coup, j'ai un commentaire négatif. Une fois, j'ai un commentaire négatif. Et tu te sens comment là? Ça a tué ma journée. À l'époque, un commentaire négatif, je me dis, il vaut quoi lui? Et puis, il n'était pas si négatif avec le recul. Aujourd'hui, j'ai vraiment des trucs, des fois, je me dis, ok. Mais à l'époque, tu vois, c'était un truc négatif, mais c'était genre, ouais, ce que tu viens de dire là, c'est un peu bizarre. Et puis, il y a eu ça, et puis il y a ça. Et puis, du coup, j'ai répondu un pavé au mec. Enfin, et je dis, ouais, il se prend pour qui? Et puis, tu continues ta journée, t'es fâché. Et aujourd'hui, bon, ça j'aurais même pas répondu, tu vois. Et donc, je fais ça. Et ensuite, j'avais un peu de mal parce que dans cette période-là, j'étais entre 2016 et 2017, j'étais encore dans mon job à Londres. Et en même temps, je faisais mes vidéos. Donc, je me levais tôt le matin pour écrire. Et ensuite, je commençais ma journée. Et le soir, je finissais. Et donc, j'avais du mal un petit peu à produire mes vidéos régulièrement. Et finalement, au bout de 3 mois qui ont passé, j'ai sorti ma 3e vidéo qui a fait 5000 vues.
C'était une vidéo sur Kanye West et les côtés business de Kanye West. Je sais plus ce que j'avais dit en titre. Mais en gros, c'est un truc avec les business et Kanye West. Ça avait bien marché aussi. 5000 vues. Ensuite, j'ai eu une petite période de battement parce que j'avais voyagé. Je suis parti en Inde, etc. pendant une période de 2 semaines. Et quand je suis revenu, je me suis dit, OK, là, je suis revenu. En plus, j'étais à Paris. Je suis revenu à Paris. Parce que là, j'étais encore à Londres. Et là, je me dis, putain, je suis revenu à Paris à 26 ans dans ma chambre d'adolescent. Là, en fait, c'est un retour vraiment à zéro. Je reviens à zéro. Il faut absolument que je fasse décoller le truc. Donc là, je pars et je dis à mon audience, à partir d'aujourd'hui, je vous sors une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine. Quoi qu'il en soit, je vous sors une vidéo par semaine. Et à cette époque-là, j'avais des idées sur le business model que je voulais emprunter. Mais j'avais personne pour m'aiguiller. Je ne savais pas trop où aller. Je me disais juste, il faut que ça marche sur YouTube. Parce que si ça marche sur YouTube, je peux avoir la monétisation. Et ensuite, on verra ce que je fais. Je savais que je voulais. Équipe à ce moment-là où non, tu zéro. fais une vidéo par semaine, c'est un rythme assez. C'est un rythme soutenu. J'avais pas d'équipe, j'avais pas de monteur, j'avais juste, on me faisait juste la vignette. J'avais trouvé quelqu'un qui me faisait la vignette. Mais sinon, à part ça, non. Je faisais tout moi-même. Et en vrai, j'étais au chômage à partir de là. J'avais tout arrêté. Donc en fait, j'avais le temps de le faire. Et je voyais personne. Je voulais pas voir mes potes et tout. Enfin, je les voyais un petit peu, mais ma priorité, c'était de sortir ces vidéos. Et donc, toutes les semaines, vendredi, 18h, une vidéo qui sort, comme ça. Et je me disais, il faut que je bâtisse l'audience. Et à l'époque, sur YouTube, les niches, c'était dur, mais pas aussi dur qu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres manières de bâtir. Mais à l'époque, c'était dur, mais ça va. Dans le sens où, à l'époque, si ton contenu est bon, tu n'avais pas besoin de mettre beaucoup d'efforts sur le montage pour que les gens regardent, tu vois. Moi, j'ai des vidéos qui ont fait 800 000 vues, 1 million même, qui sont super mal montées pour les standards d'aujourd'hui. Non, mais c'est normal. Voilà, mais pour l'époque, c'était ça. Pour l'époque, ça allait. Tu vois. Donc j'ai fait ça et en 6 mois, j'ai eu 100 000 abonnés parce que je balançais de fou et que c'était... pour parler business, j'avais une white space à ce moment-là. Une white space, c'est un espace où il y avait personne qui faisait des vidéos face caméra sur le rap en général. En fait, je dis souvent le rap américain, etc. Mais même le rap en général sur YouTube, il n'y avait personne qui le faisait comme moi. Il y en avait qui le faisaient, mais ils prenaient leur caméra, ils allumaient et juste ils parlaient. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de montage, tu vois. Il n'y avait pas un minimum de script. C'était juste je parle. J'ai pris ma caméra, je parle. Et moi, je voulais absolument donner les standards des vidéos de vulgarisation que tu pouvais regarder dans le domaine scientifique ou histoire, etc. Mais dans le monde du rap. Et ça m'a permis de gagner très vite beaucoup d'abonnés. Et ensuite, j'ai pas été du tout contacté par des marques pour des partenariats. À l'époque, c'était beaucoup plus dur d'avoir des partenariats. Et ensuite, j'ai commencé à bâtir comme ça Iconic. Donc c'est à partir de là ensuite que j'ai commencé à ajouter des éléments. Quoi. Mais voilà, là au moins, tu as l'histoire complète de Chris Kapongo à Chris Iconic. Ok, et aujourd'hui, Chris Iconic, si tu veux en parler, c'est combien de personnes? C'est une équipe de combien de personnes? Oui, bien sûr. Tu tournes à combien de c'est approximativement? Approximativement, je suis... en fait, je ne dis pas trop, mais j'essaie de prendre les années qui sont passées avant. Ça marche. On était il y a 2 ans, on était à 150 à peu près, 1000, tu vois. Et en fait, je suis dans aujourd'hui, on fait toujours plus tous les ans, mais on est dans un truc où en fait, je suis encore un influenceur qui... En vrai, normalement, dans mon format, encore aujourd'hui, je devrais être un influenceur qui gagne, je sais pas moi, 10 000 euros, 15 000 euros par mois et qui, en fait, a juste un monteur et un assistant et c'est tout, tu vois. C'est ce format-là, normalement, que j'ai créé là, tu vois. Mais sauf que moi, en fait, je suis dans une logique où je veux bâtir quelque chose qui est plus gros que moi. Donc, je réinvestis beaucoup de ce que j'ai dans une équipe. Donc, dans mon équipe, je vais avoir... un social media manager qui est en permanence là, qui gère tous mes réseaux, qui est aussi rédacteur en chef en réalité, qui va répondre aux demandes des maisons de disques, qui va aussi gérer des deals avec les maisons de disques, qui va, de temps en temps, surtout de plus en plus cette année, qui va faire les interviews au bureau quand je ne suis pas là, et qui va gérer globalement le compte Instagram, qui est quand même aujourd'hui à presque 200 000 abonnés, plus de 6 millions d'impressions par semaine à peu près. On va avoir un TikTok qui a presque 200 000 aussi. On va avoir un compte Twitter qui a 50 000 à peu près. On a un compte Facebook qui a 50 000 je crois ou plus. Donc tout ça c'est lui qui va gérer. Et bien sûr on a le YouTube qui a presque 600 000. Et en gros il va gérer ça. Je vais avoir, qui est à temps plein. Je vais avoir une assistante qui est en alternance, qui est avec moi, qui va gérer
toutes les demandes commerciales et qui va m'aider à gérer les projets, c'est-à-dire lancer les vidéos, donc gérer par exemple tout ce qui va être insert visuel, qui va gérer ça, qui va m'aider à télécharger les fichiers, les envoyer au monteur, tu vois. Elle va gérer aussi les présentations quand on va avoir des deals avec des marques, tu vois. On va brainstormer sur le concept qu'on va vendre à la marque et ensuite elle va tout mettre en forme. Après j'ai d'autres petites choses. Ensuite tu vas avoir une autre personne qui va gérer le monteur vraiment qui est là à temps plein tout le temps avec moi, qui va gérer le montage des vidéos YouTube et qui va superviser un peu les montages des autres plateformes. Et tu vas avoir un deuxième monteur qui est là mais partiellement, qui va gérer les montages quand il y en a un petit peu trop. Il travaille tous les mois avec nous mais il n'est pas que avec moi, il travaille avec d'autres personnes. Et ensuite j'ai qui d'autre? Après j'ai des stagiaires qui viennent, deux à trois stagiaires. Et de l'autre côté, on a développé, et là on va le lancer là ce mois-ci, Iconic Programme, chose que j'avais lancé au début d'ailleurs de Iconic lorsque j'ai commencé à avoir un peu d'audience, mais là je le relance de façon beaucoup plus carrée. Iconic Programme qui est plus un accompagnement, consulting, formation, c'est vraiment l'aspect plus business sur la création de contenu, comment se lancer sur les réseaux, les choses à lancer pas à pas, etc. etc. Donc, et ça, il y a une personne qui m'accompagne là-dessus, mais là, c'est un projet qui est encore embryonnaire, tu vois, donc la personne n'est pas payée. En gros, les personnes que je citais là, elles sont payées, cette personne-là n'est pas payée. Et donc, globalement, on est là-dessus, tous les feux sont au vert, donc on est en train d'aller, les choses vont de mieux en mieux, donc ça, c'est cool. Le seul problème avec les profils comme les miens, c'est qu'on est très bon créatif, mais businessment parlant, on a du mal à exécuter. Et ça, c'est souvent le problème. C'est-à-dire qu'on va avoir les idées créatives et on sait créer l'audience, on sait l'entretenir, mais quand il s'agit de mixer le côté business et prendre des décisions de business qui sont des fois très dures à lancer. Finalement, en termes c'est-à-dire en termes de modèle économique globalement. C'est-à-dire que tout le temps que tu vas mettre sur la partie créative, c'est tout le temps que tu ne vas pas mettre ailleurs. Et donc à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, c'est trouver un moyen de rationaliser la partie créative et s'occuper que de l'essentiel sur la partie créative pour avoir plus de temps pour gérer l'aspect stratégique et business. Tu vois. Voilà. Et donc l'aspect après stratégique et business, c'est la stratégie, c'est où est-ce que tu vas aller réellement, à quoi ta boîte va ressembler dans 10 ans, quel profil tu vas recruter et ensuite comment tu vas exécuter et comment tu vas pouvoir itérer pour que ça marche. Et ça, c'est le truc le plus difficile, à mon avis, lorsque tu es créatif comme ça. Mais tu as l'audience, tu vois. Tu as les mecs, ils ont 1 million d'abonnés, tu vois. Mais comment rationaliser? Et surtout, très souvent, et ça je pense que c'est propre à la France, les créatifs comme ça vont avoir honte. C'est bizarre de dire ça parce que vous êtes dans le monde vraiment business, immobilier, donc vous n'avez pas ce problème-là, mais ils vont avoir honte de faire de l'argent ou trop. Ah ouais? Ouais. Je suis tombé sur des gars des mecs d'agence qui travaillent avec d'autres influenceurs, créateurs de contenu. Sur un mois, ils ont fait, je sais pas moi, 7 000 €. Tu vois, ils vont leur dire, OK, il y a un autre partenariat pour, tu vois, et tu peux rajouter 3 ou 4 000. Et le gars, il dit, ouais, mais là, je gagne trop d'argent. Alors, je te rassure, c'est vraiment ce que tu dis, c'est parce qu'on est en France. Ouais, c'est vraiment la France. Ouais, c'est typiquement la France. Ah ouais. Et ça, c'est pas un truc que tu vois dans d'autres domaines. Tu vois, moi, dans le monde de la musique, bon, déjà, les rappeurs, c'est pas un problème, loin de là. Mais je sais pas, il y a un truc qui... Et le gars en question qui gérait ce deal, il a dit au gars, mais ok, si toi, ça te gêne de gagner autant d'argent, donne-le à tes parents, je sais pas. Fais le deal et donne-le à quelqu'un qui en a besoin, tu vois. Et je sais pas si à la fin, l'influenceur a accepté le truc. Donc voilà, il y a tous ces trucs-là. Et globalement, Iconic, c'est ça. L'idée, quand tu es créatif, c'est de très vite déléguer, dès que tu peux, investir dans une équipe pour ensuite s'occuper le plus vite possible de la partie business et comment faire grandir le projet. Stratégie. Voilà. Ok. Petite question, on revient sur ce que tu as dit. Le social media manager chez toi, c'est un community manager en vrai? C'est aussi un community manager, mais c'est un peu plus que ça dans le sens où le community manager, il va être surtout dans l'exécution, c'est-à-dire entretenir l'audience qui est déjà là. Si tu veux, le social media manager, il va gérer aussi des campagnes. Par exemple,
On va avoir, je vais te donner un exemple là qu'on a eu. Je ne peux pas donner le nom des marques, mais des marques. Je vais prendre une marque au hasard avec laquelle j'ai déjà bossé, par exemple Adidas, qui va lancer une marque. Mon social media manager, il va gérer aussi la partie commerciale. C'est-à-dire que moi, et la partie commerciale est créative sur le réseau. C'est-à-dire que moi, je vais lui dire, ok, bon, bah, y a ce deal qui est arrivé, je ne vais pas pouvoir le gérer sur les réseaux, je vais te laisser faire le lien et créer le contenu. Et c'est lui qui va réfléchir au deal, qui va fixer le tarif et qui va gérer ensuite la diffusion. C'est-à-dire il va gérer avec le monteur, le montage et que sa vision ait été bien comprise. Et ensuite il va poster derrière. Donc oui, c'est aussi un community manager. C'est des mots techniques tout ça, en vrai. C'est juste que c'est un community manager qui fait un peu de commercial, qui fait un peu autre chose, tu vois. Ok, d'accord. Donc au final, à temps plein, dans Iconic, il y a toi, ton social media manager à temps plein, et l'assistante. L'assistante, ouais. Vraiment en temps plein, c'est 3 personnes. Ouais. Et 2 monteurs. Mais qui sont là. Voilà. En fait, il y a un monteur qui est en permanence avec moi, l'assistante et le social media manager. Après, tu en as un autre qui est là, mais à mi-temps, et tu en as après, tu as d'autres gens, mais ils sont là, soit en stage, soit ils sont sur des projets vraiment spécifiques et ils sont pas là tout le temps. Tu vois. D'accord, ok, bon, ça va, c'est bien. Ouais. Ok, et toi, tu as choisi d'avoir des gens qui sont en France, que tu payes. C'est compliqué. Il faut être malin, il faut avoir une vision sur le long terme, même avec eux. Mais sur la France, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est pour ça qu'il faut rationaliser après ses coûts. C'est toute la réflexion qu'on a en ce moment, cette année. Je souris parce que tu le sais mieux que moi. Oui, tu vois, c'est très très compliqué. Mais l'idée, c'est de trouver les bonnes manières de faire. Voilà, on va dire ça. Mais non, en France, c'est dur. Et c'est vrai que j'en parlais en plus hier avec un ami qui me disait pourquoi tu vois les monteurs, par exemple. Pourquoi tu les délocalises pas? Parce que tu vois... Enfin, il ne me posait pas la question, mais on parlait de ce sujet-là parce qu'on m'a souvent posé la question. En fait, c'est ça, parce que moi, j'ai toujours... moi, tu vois, j'ai une logique très... parce que je suis un entrepreneur, je veux faire de l'argent, donc tu vois, j'ai ce truc-là. Et j'ai toujours cru que c'était que ça. Mais j'avoue que j'ai un truc qui est très aussi... comme je le disais, un peu communauté. C'est-à-dire que le gars qui est avec moi, je sais qu'en lui donnant de l'argent, il se passe quelque chose. Je ne devrais pas dire ça comme ça, mais je préfère donner de l'argent, au lieu de donner de l'argent à l'État, je préfère le donner à des gens de mon équipe. Je préfère que c'est des gens comme moi qui profitent de cet argent-là. C'est ça. C'est tout le problème peut-être en France, c'est que des fois, il n'y a pas forcément cette... c'est pas aussi simple que ça. Mais j'ai pas de problème à donner l'argent à une équipe ici, surtout auprès de gens qui en vaille le coup et avec qui je sais que je vais pouvoir construire sur le long terme. Après, bien sûr, on va rationaliser. Je ne te dis pas que demain, je ne vais pas avoir une partie de mon équipe qui va monter, qui sera au Maroc ou ailleurs. Mais je trouve que pour l'instant, c'est correct. Ok, bon, c'est bien. Et donc là, comment tu vois la suite? La suite, voilà, l'évolution de ton entreprise déjà pour 2025. Ouais. On est là, janvier 2025. Et dans les 5 ans, par exemple. Ouais. Alors, déjà là, cette année, déjà, j'ai un modèle économique qui est pour moi, on est vraiment dans un podcast business, donc je peux vraiment parler comme ça. Je trouve que quand tu es un média reposé en grande partie sur les partenariats comme moi je l'ai fait, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que tu vas gagner ton argent, la majorité de ton argent, une bonne partie de ton argent, en fonction des partenariats. C'est-à-dire en fonction de la marque. Si la marque te dit, vous êtes 3, oui, bon, on va peut-être faire une activation sur ce projet avec cet artiste à cette période-là, tu vas faire ta présentation, etc. Tu vas peut-être avoir un deal, mais ce n'est pas quelque chose que tu es sûr d'avoir à chaque fois, tu vois. Donc c'est, ils m'ont donné un peu d'argent là, j'ai pris 20 000 là, trop bien, j'ai pris 15, j'ai pris... C'est relou. Moi, j'aime pas ce système-là. J'ai pas fait ça pour ensuite être à la merci des marques. Donc en fait, là, cette année, on change complètement.
on change un peu notre fusil d'épaule. On va continuer les partenariats, bien évidemment, et on va essayer de cibler les plus gros partenariats. Mais en parallèle de ça, on va aller sur de la monétisation qui soit plus en direct ou consumer. Donc le projet dont je t'ai parlé, Iconic Programme, plus sur la partie accompagnement, etc. Parce que c'est là où je vais avoir de la demande, c'est là où je peux proposer de la valeur, c'est là où je peux construire des choses intéressantes. Et en plus de ça, c'est aussi plus satisfaisant, point de vue personnel, de voir des gens réussir. Tu vois. Donc on va aller plus dans cette direction-là. À côté des plus gros partenariats, donc on va se concentrer, on va réduire les recherches de petits partenariats et se concentrer sur les plus gros, aller là-dessus. Et derrière, il y a d'autres projets qui se lancent sur le plus long terme. Ça, c'est 2025. Si 2025, déjà, on fait ce switch, en termes de revenus et en termes de projection, on sera déjà très bien. Et sur finalement, en fait, le Chris qu'on voit sur YouTube, influenceur, tu deviens là vraiment producteur et vraiment businessman. Parce que là, tu crées vraiment un produit que tu vas pouvoir vendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et qui va te donner en fait un revenu stable, une tranquillité. C'est ça, c'est ton objectif. Exactement. Et là en particulier, tu as utilisé le terme producteur, mais là je vais l'utiliser pour autre chose. Moi après, on va dire le terme sur 5 ans, moi ce serait d'être producteur de séries, de documentaires ou quoi. Parce que c'est la direction naturelle quand tu fais ce que je fais. J'ai une audience qui est intéressée par certains sujets, j'ai les contacts plus ou moins à gauche à droite. Je peux proposer des choses, je sais que je sais faire du storytelling, donc je sais qu'il y a la partie divertissement où je vais développer plus ce côté producteur. J'ai le côté plus éducation où je vais continuer à développer avec Iconic Programme où je vais proposer tout ce qui est accompagnement, formation, masterclass, etc. Et j'ai après des projets annexes que je vais lancer, mais ça c'est vraiment trop embryonnaire pour que j'en parle maintenant, mais qui sont plus de l'ordre de la start-up avec des potes. On réfléchit à faire des trucs à côté en parallèle de ça. Mais déjà, si ces deux projets-là se lancent et fonctionnent, c'est très bien. Et dernière chose, il y a quand même Sikeo qu'on a lancé en fin d'année, qui nous rapporte déjà pas mal. On a déjà des beaux partenariats, ça marche très bien. Sikeo, pour ceux qui ne savent pas, c'est le podcast qu'on a lancé avec Balou, qui est autour de la culture hip-hop, mais même tout ce qui est autour, pop culture, tout ça. Et on invite des gros invités, on a eu Malik Bentala, Booba, Kor, plein d'autres personnalités. Et donc du coup, ça c'est aussi un projet qu'on veut développer en parallèle. On a plusieurs angles de développement, déjà du podcast en lui-même, mais aussi comment on voit le projet sur le long terme. Moi j'ai pas mal d'idées et je pense qu'il y a pas mal d'argent à se faire aussi sur le projet. Ça a déjà commencé, donc c'est cool. Donc voilà. Petite question encore sur ça. Donc, si on revient en arrière, c'est quoi les différents business models sur lesquels un média peut se poser? C'est une très bonne question. En fait, il y en a plusieurs que j'ai vus durant ces années. En fait, tu vas faire soit des partenariats avec les marques, comme tu disais. Avec les marques. Et c'est important parce que là, je vais le décortiquer un petit peu. Si tu as un site internet, par exemple, tu vas pas faire un partenariat directement avec les marques, mais tu vas travailler avec des plateformes qui vont t'aider à avoir de la publicité sur ton site et tu vas gagner de l'argent en fonction des vues sur ta page, en fonction des clics sur des liens et en fonction des ventes que tu vas réaliser sur ton site internet. D'accord ? Donc ça, c'est un modèle que tu peux avoir comme ça. Et souvent sur ces plateformes-là, tu vas avoir des publicités qui vont venir et qui vont se faire, qui vont être gérées par une programmatique loin, tu vois. Donc ça, c'est un modèle quand tu as un site internet. Ensuite, tu as des vidéos, tu as ce qu'on appelle des opérations spéciales. C'est comme ça que les agences appellent ça. Les opérations spéciales, c'est par exemple Subway qui va venir te voir et qui va dire « Ok, on est en train de lancer notre nouveau sandwich. On veut toucher l'audience 18-25 ans. Tu fais partie de cette audience-là. Donc, on aimerait mettre en place un projet avec toi, vidéo, pour toucher cette audience. Et là, c'est moyennant un budget fixe qu'on va te donner. Tu vois. C'est un peu différent que le premier système sur le site internet. Donc ça, c'est le deuxième modèle économique. Ensuite, tu vas avoir le modèle économique où tu vas aller sur du direct ou consumer. Alors là, tu peux aller sur directement de la vente en direct, donc ça peut être toutes sortes de choses. Si tu t'appelles entrepreneur, le site entrepreneur, eux, ils vendent directement, par exemple, des formations comme un site e-commerce. Donc eux, ils vont t'acheter, tu vas leur acheter un truc comme ça. Si tu t'appelles, je crois que ce site est fermé, mais iBeast, un site qui m'a beaucoup inspiré au début, ils vont vendre directement des vêtements, des sneakers, du streetwear, etc. Donc ça, c'est du direct ou consumer. Ensuite, tu vas avoir le modèle sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux,
Tu vas avoir toujours la logique des partenariats. Toujours maison de disques qui va faire un partenariat avec toi, une marque qui va faire un partenariat avec toi autour d'une vidéo ou autour d'un post. Et moyennant rémunération fixe ou variable selon la négociation. Ou alors, tu vas avoir la monétisation via la monétisation des plateformes en elles-mêmes. C'est-à-dire que là, tu sors directement de la monétisation avec la marque en direct, mais c'est directement avec la plateforme. Genre YouTube, voilà, Instagram. Exactement. Ce qu'on appelle le RPM. Okay. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas sortir une vidéo comme la mienne, qui va faire 1 million de vues par exemple, et sur une vidéo comme la mienne qui va faire 1 million de vues, tu vas mettre des publicités, tu vas dire à la plateforme, tu peux mettre une publicité là, 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 et ensuite il va y avoir un CPM global, CPM c'est coût pour 1000, que la marque va payer pour cibler. On va reprendre l'exemple de Subway qui veut viser les 18-25 ans. T'es Subway, tu veux viser les 18-25 ans et tu veux faire de la publicité sur YouTube. Et en fait, tu vas dire à la plateforme ce que tu veux et la plateforme va se dire ok, 18-25 ans sur le divertissement. Donc elle va prendre toutes ces chaînes divertissement et elle va mettre de la publicité sur toutes ces chaînes-là de Subway pour toucher la bonne audience. Et dans ce truc-là, toi, la marque, elle va payer un CPM selon la cible. Donc par exemple, ça va être 10 €. Et toi, sur les 10 € qu'elle va payer, tu vas toucher 45% à peu près, selon mes souvenirs. Okay. Donc tu vas toucher quelque chose comme, 4,50 €, tu vois. C'est souvent un peu plus, tu vois. Okay. Et donc, sur la rémunération sur les plateformes, tu peux aussi gagner pas mal d'argent. Ça va dépendre maintenant de la plateforme. Tu as des plateformes ça dépend des modèles économiques et des médias. Par exemple, tu as un média aux États-Unis qui fait des millions et des millions que comme ça. C'est-à-dire que le business model, il fait des interviews sur les rappeurs et sur les mecs dans la street et tout ça. Il va faire une interview de 3 heures avec les gens. Par exemple, il va faire 10 interviews dans le mois de 3 heures. Il va découper toutes ces interviews en 5 minutes, 8 minutes d'interview par là, 10 minutes grand max. Et le mois suivant, tous les jours, il va poster 5 à 6 clips sur la plateforme. Et toutes les vidéos vont être monétisées sur YouTube. Ce qui fait que chaque vidéo va être monétisée et en cumulé sur des années et des années, ça lui rapporte des millions et des millions, tu vois. Donc tu as des plateformes comme ça et tu as même des youtubeurs, c'est comme ça que les youtubeurs faisaient beaucoup d'argent. Ils postaient tous les jours une vidéo au moins, de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ça dépend. Et il y a la monétisation qui est directement appliquée sur la plateforme. Okay. Voilà, donc ça c'est l'un des... Ouais, je crois que c'est le dernier modèle. Je crois que c'est à peu près tout. Oh, c'est pas mal. Après, là c'est la dernière question, puisqu'on a bien tourné là. Ouais. C'est, comment tu as rencontré Balou? Ouais. Ça fait combien de temps que vous fonctionnez ensemble? Ouais. Et voilà, on peut savoir comment vous êtes connectés. Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale. Ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui as des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois.
et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci. En fait, Balou, il m'a contacté dans la période où j'étais en train de gagner mes 100 000 abonnés. C'est-à-dire que j'étais sur YouTube, je postais mes vidéos et en fait, lui, YouTube, il l'utilisait pas personnellement il n'avait pas de chaîne YouTube à ce moment-là. Il avait Génération. Et il faisait ses interviews sur Génération, ça faisait des vues. Et en parallèle de ça, lui, il était sur les réseaux, il était sur Facebook, sur Instagram, etc. Et en fait, il est tombé sur moi, il a dit, mais putain, on peut parler de rap US en fait et faire des vues, tu vois. Et il en parlait assez près, il dit, mais ce mec-là, il a encore drop une vidéo, d'où il sort lui hein. Et un jour, il m'a fait un message, parce qu'il fait souvent ça dès qu'il voit un truc qu'il aime bien. Il est venu me voir sur Facebook, il a fait un message en disant, ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Je me suis dit, oh, viens le gars de Génération, là, il fait des blagues sur Rihanna. Moi, à l'époque, c'était comme ça que je le voyais, tu vois. Et genre, je fais, ah, merci beaucoup et tout. Je montre à mon frère, je dis, tiens, regarde, il y a ce gars, Balou, là, qui m'a fait un message et tout. Et ensuite, au bout de quelques temps, il m'a recontacté, ouais, il n'y a pas une adresse mail ou un message à qui je peux envoyer tout ça. Et ensuite, il m'avait contacté pour faire un concept de vidéo avec lui, qui était un format un peu de débat en face à face, lui et moi. Et à l'époque, il avait eu un deal avec BET. Et il voulait qu'on utilise les studios de BET pour tourner notre format, lui et moi. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a tout de suite accroché. Et en fait, ce qui est drôle avec lui, c'est qu'on se ressemble beaucoup sans vraiment se ressembler. C'est-à-dire on a les mêmes centres d'intérêt, on kiffe les mêmes trucs, on a les mêmes valeurs, mais on est très différents. Tu vois, moi, j'ai un parcours, tu vois, je viens de l'école, j'ai été cadre tu vois, dans une boîte et tout. Et lui, c'est un full autodidacte, tu vois. Et il a monté beaucoup de projets depuis très longtemps. Et en fait, c'était super intéressant, moi très inspirant d'être avec lui parce que du coup, je me disais, ah, c'est vraiment quelqu'un qui a porté ses couilles, qui a lancé plein de projets. Et moi et lui en même temps, c'était un garçon un peu cadré avec qui on peut faire un projet, tu vois. Donc ouais, c'est en 2017 qu'on s'est rencontrés. Depuis, on a collaboré sur le projet là, en question pendant 2 ans. Ensuite, on a fait d'autres trucs ensemble, mais plus en potes. Et là, on a vraiment lancé Sikeo depuis 1 an à peu près. Tu vois. Enfin, on travaillait sur Sikeo depuis 1 an, mais on l'a lancé depuis 3-4 mois. Ok, bon bah écoute, moi j'ai plus de questions, t'as des questions Rémi? Non, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ta carrière. C'est vraiment intéressant de voir comment tu as évolué. Merci beaucoup. Ouais, et on te souhaite vraiment de continuer. Casser la baraque. Casser la baraque comme Will. Oui. Peut-être une dernière question qui m'est venue comme ça. C'est vrai qu'on a parlé de la France, du fait de voilà, gagner de l'argent qui était un petit peu parfois un peu tabou. On était un peu bloqué sur le fait que voilà, on n'aime pas trop parler d'argent, c'est vrai, en France. Pourquoi tu t'es jamais venu à l'esprit de t'expatrier aux États-Unis justement, par exemple, parce que comme tu es très hip-hop et que le hip-hop quand même vient de là-bas. C'est une bonne question. Balou l'a fait en plus. Il est parti à Los Angeles. En vrai, j'y pense. C'est peut-être la prochaine étape alors. C'est l'une des prochaines étapes, t'as raison. Je suis en train d'y réfléchir pour des raisons aussi personnelles et aussi pour le business. Je pense que je commence à... J'aime bien l'idée, ça va paraître bizarre de dire ça comme ça, mais j'aime bien l'idée de marcher et d'être un nobody un peu, tu vois. Ouais. Genre tu marches, les gens s'en foutent un peu, tu vois. Et quand je viens à Paris, je sais que c'est à Paris, c'est le travail, tu vois. J'aime bien cette idée-là. Donc ouais, non, t'as totalement raison. C'est l'une des étapes à venir. Ok, bon en tout cas, on te souhaite vraiment de la réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Chris. Merci.